Bien, chers élèves, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour étudier un extrait de la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, publiée en 1990, jamais représentée néanmoins, pièce essentiellement tragique, comme on l'a vu. On a déjà étudié ensemble le prologue, c'était l'explication du texte numéro 14. On a ensuite étudié ensemble la scène 2 de la partie 2, c'était l'explication numéro 15. Et enfin, dernière explication de texte de l'année, et dernière explication de texte consacrée à Juste la fin du monde, nous allons étudier ensemble aujourd'hui l'épilogue. Alors, l'épilogue, c'est quoi? C'est l'inverse du prologue, c'est-à-dire c'est la conclusion de la pièce de théâtre. Pour autant, on avait vu que prologue, c'était ce qui se passait avant l'action, prologos, la parole d'avant la parole. Donc le prologue, en fait, c'est un moment de la pièce de théâtre qui se situe avant que l'intrigue ne commence. L'épilogue, ça suit un peu la même logique. L'épilogue, ce n'est pas le dénouement de la pièce de théâtre, c'est ce qui se passe après le dénouement de la pièce de théâtre. D'accord? Donc ici, ce n'est pas vraiment la conclusion de la pièce de théâtre, même si ça l'est très largement. Ce n'est pas le dénouement en tant que tel, c'est ce qui se passe après le dénouement. Alors, le dénouement, quel est-il? Lors de la précédente explication de texte, on avait étudié l'échec total de Louis, l'échec total aussi du langage et de ses promesses, promesses de réconciliation, promesses aussi de verbalisation d'états qui causent des souffrances. Le langage, c'était ce qui était censé résoudre les crises personnelles et la crise familiale. Échec total. On l'a déjà vu lors de la précédente explication de texte, je ne reviens pas là-dessus. Ici, on se situe donc après cet échec. Et on a comme un retour en arrière, un regard rétrospectif sur l'ensemble de la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant l'épilogue? Comment la pièce se dénoue? En fait, j'en ai déjà parlé lors de la précédente explication de texte. Louis part sans avoir annoncé sa mort prochaine et irrémédiable. Il part sans avoir parlé. Lui dont la seule mission, le seul but, était justement de parler, d'annoncer, de dire, de seulement dire, je reprends ici les mots, les termes du prologue, il part sans avoir rien dit. Il part néanmoins en ayant beaucoup écouté, car, et ça aussi on l'a déjà dit, ce dont il se rend compte, c'est qu'il n'est pas le seul à vivre une crise personnelle. Tous les membres de sa famille vivent des crises personnelles. Dès lors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il part sans avoir rien dit? J'en ai déjà parlé lors de la précédente explication de texte. On peut avoir deux visions, l'une péjorative, l'autre méliorative, deux visions opposées et pour autant qui peuvent être complémentaires. Vision péjorative. Louis est un lâche. Il n'ose pas monter au créneau, il n'ose pas affronter les membres de sa famille, il se sent mal vis-à-vis de ce qu'il a fait, il se sent honteux à l'égard de son départ précipité, alors même que sa famille, semble-t-il, traverse une crise dont on n'entendra jamais vraiment parler, peut-être la mort du père, peut-être la disparition du père. Donc, première vision des choses, vision péjorative. Louis est un lâche. Et c'est une fin qui est très décevante, en plus. Décevante pour le spectateur, décevante pour le personnage, décevante pour les personnages. Décevante pour le spectateur parce que nous, dès le début, dans le prologue, on nous a annoncé quelque chose, à savoir que le personnage allait avouer, allait annoncer, allait dire une nouvelle extrêmement grave. Et cette nouvelle ne sera jamais formulée. Donc, on est déçu. On est déçu en plus parce qu'on n'a pas plus d'informations sur la mort. On n'en saura jamais tellement plus. Déception pour le personnage. Alors lequel? Pour Louis, évidemment. Louis qui ne dit pas grand-chose. Louis qui était venu pour parler, qui ne dit rien. Louis, il part, peut-être, on ne le saura jamais tout à fait, la mort dans l'âme. Déception pour les personnages, c'est-à-dire les autres membres de la famille, qui ont le sentiment que Louis n'a jamais véritablement fait d'effort pour entrer en contact avec eux et renouer une dernière fois les liens. Ok, donc vision péjorative des choses. Vision améliorative, ceci étant dit, aussi possible. Louis s'est tu parce qu'il a compris qu'il n'était pas le seul à traverser une crise personnelle. Louis s'est tu parce que lui, il a eu l'occasion de parler de sa vie, de parler de ses sentiments dans ses œuvres. Louis s'est tu parce qu'il est un écrivain célèbre, c'est-à-dire quelqu'un dont les mots sont lus et écoutés. Louis s'est tu parce qu'il est une célébrité, c'est-à-dire quelqu'un
à qui on va s'intéresser de façon globale, dont les paroles vont toujours trouver une forme d'écho. À l'inverse, les membres de sa famille sont des personnes complètement déconsidérées, laissées à l'abandon, je vais y arriver, dans une campagne un peu miteuse où il ne se passe rien, à l'écart de tout, qui n'ont jamais pu verbaliser leur frustration, leur tristesse, leur souffrance, leur rancœur, leur mélancolie, leur dépression, leur échec, leur honte, leur sentiment que plus rien n'a de sens, le sentiment qu'ils n'ont pas eu la vie à laquelle ils rêvaient. Et Louis, il comprend ça et il se dit, ben, je ne vais pas leur voler la vedette en fait. Et je ne vais pas encore une fois essayer de m'imposer. Je ne vais pas encore une fois essayer d'être sur le devant des devantures. Je vais les laisser parler. Je vais réceptionner leurs plaintes. Des plaintes qui sont douloureuses en plus. Douloureuses pour les personnes qui les expriment, mais douloureuses aussi pour lui, parce qu'il s'en prend plein la face. Ces plaintes, elles sont toujours chargées de reproches à son égard. Et à la fin, il part, une fois qu'il a le sentiment que chacun a pu pousser son cri. Vous savez, ce beau et grand cri qui est le titre de ce chapitre 4, ce beau et grand cri qui va nous intéresser pour finir dans cet épilogue. Alors, je vais juste vous lire les dernières répliques qui précèdent l'épilogue. Les dernières répliques, c'est justement c'est dans la scène 3 de la deuxième partie. On a affaire à une sorte de tirade, c'est-à-dire une réplique particulièrement longue qu'un personnage adresse à un autre personnage, tirade d'Antoine à l'égard de Louis. Il lui dit tout. Il lui dit absolument tout. Là, il vide son cœur et il y arrive. Et c'est fantastique pour Antoine, parce qu'on sait qu'Antoine, il a des problèmes avec le langage. Alors, il y arrive plus ou moins d'ailleurs. Mais enfin, passons. Et voilà ce qu'il parvient à dire. Donc, c'est Antoine qui parle. Je ne suis rien, je n'ai pas le droit, et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai encore moins encore. Juste là, à me reprocher les phrases que j'ai dites, à chercher à les retrouver avec exactitude. Moins encore, avec juste le ressentiment contre moi-même. Louis? Louis prend la parole. Oui? Antoine reprend la parole. J'ai fini. Je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles ou ceux-là, saisis par la peur, auraient pu en rire. Et Louis finit par dire, je ne les ai pas entendus. Donc c'est terrible en fait ce que dit à la fin Antoine, parce que on a l'impression que la venue de Louis a causé des dégâts terribles. Antoine qui voulait parler, il parle, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Mais je m'en veux de te parler, en fait. Je m'en veux de te reprocher tout ça. Et quand tu seras parti, quand tu seras dans ta superbe demeure, dans Paris, à vivre la vie des célébrités, ben moi, je vais repenser à ce moment, à ce dimanche qu'on a partagé ensemble. Je vais repenser aux mots que j'ai employés, je vais me trouver nul, je vais me dégoûter, je vais avoir qu'un seul sentiment qui va rester de tout ça, du ressentiment contre moi-même, c'est-à-dire de la colère contre moi-même. Néanmoins, il dit qu'il n'a plus rien à dire. Sous-entendu, il a fait le tour du sujet. Ça y est, il a vraiment vidé son sac. Il a peut-être conscience du ridicule, d'ailleurs, Antoine. Il dit peut-être que certains ont envie de rire. Moi qui suis censé être un bonhomme, un vrai, un mec manuel, voilà, un gars qui pleure jamais, quoi. Bah là, j'ai ouvert mon intimité, j'ai même pleuré devant toi, je me sens ridicule. Et il a conscience du coup du ridicule potentiel de tout ce qu'il a dit. Et il dit peut-être que certains ont envie de rire. Peut-être que certains, même dans la salle, parmi les spectateurs, ont ri. Et Louis a dit, je ne les ai pas entendus. Sous-entendu, ceux qui se moquent de toi, je ne les entends pas. Par contre, toi, ta plainte, ta crise, ta souffrance, ton malheur, je l'ai entendu. Je l'ai entendu et je l'ai réceptionné. Et je reconnais la validité de ta souffrance. Et je reconnais la validité de ton malheur. Et je vois tout ce qui a pesé sur tes épaules. Allez, on enchaîne du coup avec l'extrait qu'on a à lire et à étudier ensemble aujourd'hui, à savoir l'épilogue qui se situe juste après les quelques répliques que je vous ai lues. Donc ici, on est à peu près dans la même configuration que dans le prologue. Ce sont vraiment deux parties de la pièce qui se font complètement écho. Ici, nous n'avons affaire qu'à un seul personnage, Louis. Il s'agit donc d'un monologue, le monologue étant un personnage qui parle seul sur scène. Je vous rappelle, monologue du grec ancien monologos, logos la parole, mono seul, la parole seule. Louis. Après, ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Et je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été.
c'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdu la nuit dans la montagne. Je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route. Le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train ne circule. Je n'y risque rien. Et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Et je marche seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le sol gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Juillet 1990, Berlin. Alors, on s'intéressera quand même à cette notation finale, à savoir la date et Berlin. J'ai fait une toute petite faute. C'est seul le bruit de mes pas sur le gravier. Je me disais que la phrase était un peu bizarre aussi. Alors, ce texte, on va le découper en 3 parties. D'abord, la première partie de la ligne 1 à 4, où on est confronté, en tant que spectateur, à un espace-temps énigmatique. En fait, on ne comprend pas bien exactement quand se déroule cet épilogue et où exactement se déroule cet épilogue. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Dans la deuxième partie, on va avoir par contre quelque chose d'un peu plus précis. Cet épilogue, il se centre sur l'évocation d'un souvenir. Deuxième partie, donc des lignes 5 à 14. Enfin, pour terminer, troisième et dernière partie, des lignes 15 à 28, on a affaire à l'évocation non pas d'un souvenir, non pas simplement d'un souvenir, mais d'une occasion manquée, de quelque chose qui aurait pu se passer, mais qui ne s'est pas passé. La problématique qui va guider notre explication de texte, elle est vraiment simple, d'accord? Je prends un peu toujours la même pour les explications de texte qui sont consacrées aux fins des œuvres intégrales. Comme ça, je me dis que c'est plus facile pour vous pour les retenir. Donc, la problématique sera comment Jean-Luc Lagarce clôture-t-il son œuvre théâtrale? Comment est-ce que la pièce se termine en somme? Allez, on commence donc avec la première partie, un espace-temps énigmatique, mystérieux. Bah oui, parce qu'en fait, Louis, on va voir qu'il nous parle depuis un lieu qui est quand même très mystérieux et c'est sensible dès le début, avec le premier élément qui a relevé, à savoir l'isotopie du temps. L'isotopie du temps, elle est présente à travers des repères temporels. Après, plus jamais, quelques mois plus tard, une année. Cette isotopie du temps, elle apparaît à l'écran en bleu marine plutôt clair. Ces repères temporels, ils sont quand même extrêmement flous. Alors, relativement précis. On voit que cet épilogue, il se situe après l'intrigue. D'accord? Donc dans un futur plus ou moins lointain. Après, quelques mois plus tard, une année tout au plus. Mais quand exactement se passe cette intrigue, cet épilogue, pardonnez-moi, impossible de le dire. Les repères temporels sont extrêmement brouillés, flous et entraînent une forme de confusion. Du coup, on est conduit en tant que spectateur à se demander quand se situe exactement l'action qui est représentée sur scène. En outre, pour renforcer cette distorsion temporelle, c'est-à-dire ce jeu sur les temporalités, ce jeu sur le moment où se situe l'action, on remarque que l'auteur utilise un présent d'énonciation dans ses premières lignes. Je fais, je pars, je ne reviens, je meurs. Le présent d'énonciation, c'est le temps qu'on utilise quand on parle au présent, qu'on évoque ce qu'on est en train de faire, ce qu'on ressent au moment même où l'on parle. D'accord? C'est le présent qui coïncide parfaitement avec le moment d'énonciation. Le moment d'énonciation, c'est le moment où l'on parle. Alors pourquoi c'est un peu bizarre? Regardez, c'est surtout le 4e verbe qui est mystérieux. Je meurs quelques mois plus tard. Louis, il décrit sa mort au présent, et c'est presque un présent rétrospectif aussi. On pourrait presque parler de présent de narration. Le présent de narration, c'est un présent qu'on utilise quand on raconte quelque chose qui s'est déjà passé, mais qu'on utilise le présent pour davantage immerger le lecteur.
ou celui qui nous écoute. C'est un présent que vous utilisez souvent et qu'on utilise tous souvent quand on raconte quelque chose qui nous est arrivé. Vous savez, quand on raconte des anecdotes du type hier j'étais dans la rue et tu sais pas quoi, je suis devant un magasin, j'entre dans le magasin et là la vendeuse vient me voir. Vous voyez, bon, j'utilise ici, dès que je raconte quelque chose qui se passe au passé, un présent de narration dans ce petit exemple que je vous ai donné. J'ai utilisé d'abord un verbe à l'imparfait. Hier j'étais dans la rue et ensuite je n'ai utilisé que du présent de narration pour actualiser un peu ce que je suis en train de raconter, pour vous permettre de mieux vous plonger dans mon anecdote. Ici, c'est presque ce qu'il fait. Je meurs quelques mois plus tard. Il nous raconte sa mort, sans problème, au présent. Tant et si bien que Louis, dans cet épilogue, semble nous parler après sa propre mort. Il semble nous parler depuis une forme d'au-delà. Louis est déjà mort dans l'épilogue. C'est un homme mort qu'on écoute ici. C'est une voix d'outre-tombe, c'est-à-dire qui nous parvient par-delà la tombe, par-delà la mort. C'est donc un épilogue post-mortem qui se déroule après la mort. Cet épilogue se déroule dans un lieu inconnu. Et ça aussi, ça renforce bien sûr le caractère mystérieux et énigmatique. Car si la distorsion temporelle nous montre qu'il se passe quelque chose d'étonnant, l'absence de lieu indique aussi ce caractère étonnant de l'épilogue. Où est-il exactement ? Dans un lieu que l'on ne peut pas décrire, donc peut-être l'au-delà. Bien sûr, c'est une hypothèse, car rien ne contredit, mais ne va non plus complètement dans le sens de Louis qui parle depuis l'au-delà. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a un espace-temps énigmatique. À minima, on peut dire ça. Le troisième et dernier élément à repérer dans ces 4 premières lignes, c'est l'isotopie du départ. Ici, il nous raconte, au fond, la manière dont il part, peut-être dont il veut partir. Ce départ, il est présenté, donc il est perceptible ici à travers les mots en vers. Donc, je pars, je ne reviens plus jamais, je meurs. Remarquez comment ce départ est présenté comme définitif, irrémédiable. Définitif et irrémédiable, c'était 2 mots qui étaient utilisés dans le prologue pour évoquer la mort que Louis allait affronter. D'accord ? Ici, c'est vraiment comme ça que son départ est perçu, décrit. Je pars, l'action de partir, assez simple. Je ne reviens plus jamais. Il y a là comme une forme de gradation. Le je pars peut impliquer un retour. Je ne reviens plus jamais, ça marque une coupure, une rupture. C'est un départ définitif, avec aucun retour en arrière possible. Et on gagne encore en intensité dans le crescendo, dans la gradation, avec je meurs. Peut-être que ce départ qui est décrit ici, c'est le grand départ, à savoir le départ de la mort. En fait, ici, on retrouve le registre tragique. Le registre tragique qui est présent parce que le destin qui nous était annoncé au début, dans le prologue, eh bien, il s'est effectivement bel et bien accompli au cours de la pièce. Et la fin, l'épilogue, est là pour faire comprendre au spectateur que la pièce a permis au destin de s'accomplir. Début de la pièce, Louis nous dit « je dois partir, je vais mourir ». À la fin de la pièce, Louis nous dit « je suis parti, je suis mort ». Mais il ne nous dit pas que ça. Deuxième partie. On va avoir, par-delà cet espace-temps énigmatique, un zoom sur un souvenir, un moment très précis de la vie de Louis. Dans cette deuxième partie, des lignes 5 à 14, on assiste effectivement à l'évocation d'un souvenir. Alors, ce qu'il n'est pas inintéressant de noter, c'est que ce souvenir qui est évoqué ici, c'est le premier élément qui apparaît à l'écran, en orange, c'est un souvenir autobiographique. En fait, la petite anecdote que va raconter Jean-Luc Lagarce et qu'on va étudier ensemble, c'est vraiment une petite anecdote qu'il a vécue. C'est vraiment quelque chose qu'il a noté dans son journal intime. Et les 2 textes, l'épilogue de Juste la fin du monde et les quelques lignes qu'il consacre à la chose, à cette anecdote dans son journal intime, sont vraiment en écho, en parallèle. Donc, une chose dont je me souviens et que je raconte encore, on a là le thème du souvenir, je me souviens, je raconte encore, un souvenir qui est en plus autobiographique. Ce souvenir autobiographique, on va voir de quoi il en retourne, mais tout de suite, l'auteur installe une silepse. Alors, une silepse de sens,
c'est le deuxième élément qui apparaît sur votre fiche. Je vous rappelle que c'est lorsque vous jouez sur les différents sens d'un mot. Vous savez que les mots sont polysémiques, qu'à minima, ils ont un sens littéral et un sens figuré. Une syllèpse de sens, c'est quand vous jouez, quand vous convoquez, quand vous mobilisez tout à la fois le sens littéral et le sens figuré. Cette syllèpse de sens, elle est en violet, deuxième élément à repérer dans cette deuxième partie. Après, j'en aurai fini. Donc, ici, le personnage veut simplement avant de mourir, simplement avant de disparaître, peut-être d'être avalé par le néant, nous raconter une dernière anecdote. Dernière anecdote qui est certainement lourde de sens, parce que ce sont les derniers mots de ce personnage qui est sur le point d'entrer à tout jamais dans les ténèbres. Et le rappel de cette mort, il est donc présent dans « Après, j'en aurai fini ». Alors, peut-être qu'il faut que je vous explique pourquoi c'est une syllèpse. Eh bien, après, j'en aurai fini. D'abord, sens littéral, c'est que, bah oui, en fait, la pièce, elle est sur le point de s'achever. Le personnage, il prononce vraiment sa dernière réplique, il prononce vraiment ses derniers mots. Louis a bientôt fini son texte, le comédien a bientôt fini son texte, a bientôt fini de réciter ses répliques. La pièce est sur le point de s'achever, la pièce est sur le point d'être finie, de s'achever. Ok, sens littéral. Sens figuré, c'est aussi le fait que Louis s'apprête à disparaître définitivement dans la mort. La fin, ce n'est pas que la fin de la pièce, c'est aussi la fin mortelle, funeste, que Louis est sur le point de connaître totalement et absolument. Alors, qui dit souvenir dit retour dans le passé. C'est ce qu'on aperçoit, troisième élément à repérer dans cette deuxième partie, en orange et en souligné. C'est pendant ces années où je suis absent. Donc, ça se passe, cette anecdote, durant les années qu'il a vécues loin de sa famille. On assiste ici à ce qu'on appelle une analepse. Analepse, prolepse, je vous rappelle que ce sont deux notions littéraires pour caractériser deux sauts dans le temps, deux sauts contraires dans le temps. L'analepse, c'est un flashback, c'est-à-dire un retour dans le passé. Et la prolepse, notion qu'on avait vue dans le prologue, c'est une projection dans le futur. Alors ici, c'est une analepse, puisqu'on retourne bien dans le passé. On retourne bien à un moment antérieur de l'intrigue de la pièce. Cette analepse, ce retour en arrière, ce souvenir que Louis veut décrire, il va en préciser les contours. Il va en préciser le cadre spatio-temporel. Ce qu'il fait grâce à petit 4, quatrième élément à repérer dans la deuxième partie, les compléments circonstanciels. De temps, c'est l'été, c'est la nuit, d'accord, donc c'est durant une nuit d'été. Ça se passe dans le sud de la France, dans la montagne. Ces compléments circonstanciels, on peut donc considérer qu'ils ancrent le souvenir dans un espace-temps précis, relativement précis. Le sud de la France, d'accord, mais où? L'été, la nuit, d'accord, mais quand? Je vous l'accorde, ce n'est pas extrêmement précis. Mais tout au moins, c'est beaucoup plus précis que l'absence totale d'indication qu'on avait dans la première partie du texte. Rappelez-vous, dans la première partie du texte, on est plongé dans une forme d'espace-temps complètement énigmatique. Ce n'est plus le cas ici. L'espace-temps, il n'est pas énigmatique. Ce souvenir, on peut le dater, on peut le localiser. Pour bien nous immerger dans ce souvenir, l'auteur utilise un présent de narration. Le présent de narration, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quand j'utilise le présent pour narrer, c'est-à-dire raconter, des éléments qui se sont produits dans le passé. Ça permet d'immerger davantage le lecteur ou le spectateur, de rendre plus actuel ce qu'on raconte. Ici, on a bien un présent de narration, puisqu'il raconte quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais au présent. Je décide, je sais, elle passe, j'aurais pu le mettre aussi, hein. Hop là, je rajoute, elle passe, je vis, ni circule. Bon, il y a beaucoup de verbes, en réalité, j'aurais pu en mettre bien plus. Vous avez saisi en tout cas la présence du présent de narration qui permet véritablement de projeter, d'immerger le spectateur dans le souvenir. Ce qui va rendre du coup l'évocation de ce souvenir beaucoup plus efficace. On est aux côtés du personnage, on est avec lui dans cette nuit au sud de la France, perché sur cette montagne. Alors ce décor, il a un côté aussi assez symbolique. Il crée une opposition qui apparaît en rouge, c'est le sixième élément à relever dans cette deuxième partie, entre la voie ferrée et la route. La voie ferrée, c'est un chemin tranquille, à l'écart de tout, tout droit. La route, c'est un chemin
plus centrale, peut-être plus occupée, et surtout qui est caractérisée par des méandres. C'est-à-dire, ça tourne dans tous les sens. Ça a une forme un peu serpentine. Bref, on peut s'y perdre beaucoup plus facilement. La voie ferrée, c'est un chemin simple, rapide, efficace vers la destination qu'il convoite. La destination qu'il convoite, bien sûr, c'est la maison où il vit dans ce sud de la France. Il a trouvé une issue sûre et rapide qu'il s'attache à suivre pour arriver à destination. Pour autant, il convoque également le thème de l'errance qui apparaît, alors normalement dans une autre couleur, c'est censé être orange, ce n'est pas extrêmement flagrant, je vous l'accorde, même sur mon ordinateur. Donc vous voyez les éléments en souligné qui apparaissent, c'est le thème de l'errance. Effectivement, l'errance ici, c'est-à-dire que le personnage veut une voie sûre et rapide, pour autant il n'est pas pressé de rentrer chez lui. Je dis l'errance, ça pourrait presque être la promenade. Le chemin est plus court, il passe près de la maison où il vit, aucun train n'y circule. Bref, tous les atours pratiques, au fond, de cette opposition entre la route et la voie ferrée. Vous voyez que, d'accord, je comprends, en fait, je me suis trompé. Je poursuis le petit 6, l'opposition symbolique entre la route et la voie ferrée. Donc, c'est bien normal que ce ne soit pas en orange, parce que, en fait, c'est bel et bien du rouge. C'est un rouge qui est dans le 6, et je poursuis le 6 que j'ai fait apparaître en 2 étapes, et je ne m'en souvenais plus. Vous voyez qu'effectivement, l'opposition se poursuit entre, d'une part, la voie ferrée qui est caractérisée par le chemin qui est le plus court, qui passe par la maison où il vit, et aucun train ne circule, donc il sera tranquille, il sera seul, et la route qui est caractérisée par des méandres labyrinthiques. Et Dieu sait que Louis a besoin d'un chemin court et simple pour arriver à destination. La maison familiale dans laquelle il a passé toute la pièce était un véritable labyrinthe dont il a cru ne jamais pouvoir sortir. Je disais donc, et cette fois, ça y est, on est au 7e et dernier élément de la deuxième partie, il y a l'isotopie de l'errance. L'errance ici qui apparaît en vert clair, parce que je me suis perdu, c'est ainsi que je me retrouverai. Il ne sait pas exactement où il est. Il marche sur cette voie ferrée, il sait qu'elle le mènera à bon port. Quant à savoir où il est précisément, c'est difficile. Je me suis perdu. L'errance, je vous rappelle, c'est quand on marche, quand on circule, quand on se déplace, sans trop savoir où elle est. Et remarquez cette opposition entre « je me suis perdu », mais c'est ainsi que je me retrouverai. Au fond, c'est en m'abandonnant dans cette nature qu'il va décrire dans la 3e partie qu'il va pouvoir se retrouver, qu'il va pouvoir comprendre qui il est vraiment. Il est complètement perdu, la nuit, dans le sud de la France, sur cette montagne, en train de marcher le long de la voie ferrée, et en même temps, c'est ainsi qu'il arrivera à se retrouver, qu'il arrivera à comprendre qui il est vraiment. On passe vers la 3e et dernière partie. Par-delà l'évocation du souvenir, il y a encore un zoom qui est fait, c'est l'évocation d'une occasion manquée, qui est en fait au cœur de cet extrait. Ce souvenir n'a de sens que parce qu'il évoque une occasion qui n'a pas été accomplie. Alors, laquelle on va voir? D'abord, regardons la description qui côtoie presque l'hypotypose du cadre dans lequel est plongé le personnage. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Et je marche, seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Alors ici, on est dans un cadre sublime, c'est-à-dire particulièrement beau. C'est même le plus haut degré de beauté que l'on puisse concevoir. Ce cadre, il est caractérisé par quelques éléments précis dans le décor. Le viaduc immense. Le viaduc, c'est une sorte de pont qui permet, au fond, à un train de circuler et de franchir du vide. Le viaduc aussi, avant, c'était ce qui permettait d'acheminer l'eau. Bon, c'est une sorte de pont, disons. Donc, le viaduc immense, il est en train de marcher sur un pont qui, du coup, surplombe un grand vide. Il est dans une vallée, il est sous la lune, il est seul dans la nuit. Et regardez comment il présente les choses poétiquement. À égale distance du ciel et de la terre. On a presque l'impression qu'il flotte, ce qui n'est pas anodin, puisque je vous rappelle que cet épilogue nous donne le sentiment que Louis nous parle par-delà la mort. Et ici, on retrouve un peu cette ambiance-là, cette atmosphère-là.
à égale distance du ciel et de la terre. Bref, donc c'est un cadre sublime, poétique, très influencé par le romantisme. Je vous laisse vous reporter à vos petites recherches que vous aviez pu mener à bien dans le cadre de la préparation, de la projection de leçons de la leçon de piano. Et ce cadre, bien sûr, il va être propice au lyrisme. Il va permettre au personnage de parler de ses sentiments. Et donc là, on est complètement dans un cadre idyllique qui est propre au registre lyrique. Donc on peut déjà parler, effectivement, comme vous le voyez sur votre légende, de registre lyrique. C'est le cadre parfait, complètement influencé par le romantisme, pour que le personnage puisse parler, évoquer ses sentiments, dire ce qu'il a sur le cœur. Je vous rappelle que Louis, c'est celui qui veut parler et qui n'a jamais pu parler tout au long de la pièce. Et enfin, il a un moment pour lui. Ce cadre sublime et poétique, qui se caractérise par sa beauté, eh bien, en plus, il est décrit de façon poétique au sens strict du terme, c'est-à-dire de façon très musicale. Tout au long de ce texte, comme du reste tout au long de la pièce, on a effectivement, il faut être sensible en tout cas à la grande musicalité du texte, qui là aussi participe du registre lyrique. Bref, ici par exemple, on peut relever un jeu sur l'allitération en L et une assonance en I. Je suis l'entrée viaduc immense, il domine la vallée, je devine la lune, seule la nuit, égale distance, ciel, terre. La terre, pardon. Je pourrais poursuivre, je pourrais en mettre d'autres. Ce n'est pas la peine, je vous ai déjà dit lors d'une précédente explication de texte que ce n'est pas non plus un texte qui se définit comme un texte poétique, même s'il a tendance un peu à croiser les genres. Mais en tout cas, l'auteur tient à mettre en exergue la musicalité de son texte. Donc quand on dit que ce décor il est évoqué de façon poétique, c'est aussi parce que le texte est très musical. C'est aussi parce que le texte multiplie les jeux de sonorité. Et on retrouve vraiment ce qu'on avait pu dire lors de l'explication de texte sur le prologue, où je vous avais dit, c'était la dernière remarque, qu'on assistait à un cantique funèbre au chant du cygne. Ben ça y est, c'est là le moment du cantique funèbre qui touche à sa fin. Cantique, le chant, funèbre, la mort. Chant du cygne, c'est le dernier chant de l'artiste ici, du personnage, de quelqu'un. Ici, on est vraiment à un moment de chant. Alors, qu'est-ce que ce moment de chant, de poésie, de lyrisme cherche à mettre en valeur? Eh bien, troisième élément, un cri. Un cri cathartique. Cathartique, ça veut dire quoi? Ça vient du grec ancien catharsis, mot sur lequel je reviendrai peut-être en cours, dont je vous donne déjà l'étymologie. Catharsis, ça vient du grec ancien catharsis, on n'a jamais changé le mot. Ça veut dire purgation des passions. Selon le philosophe Aristote, dans un ouvrage qui s'appelle La Poétique, qui réfléchit aux règles d'écriture des pièces de théâtre et notamment de la tragédie, la catharsis, c'est ce qui est censé se produire chez le spectateur à l'issue d'une représentation de tragédie. Durant la tragédie, vous allez assister à la représentation de sentiments négatifs. Violence, tristesse, souffrance, malheur. Et en assistant, selon Aristote, à la représentation de ces sentiments négatifs, de ces sentiments passionnels, c'est-à-dire des sentiments qui font mal, eh bien, vous allez vous libérer. En fait, c'est comme si les comédiens, selon Aristote, s'emparaient de ce qui vous pesait sur le cœur, le mettaient sur scène, et en faisant ça, vous libérez de ces sentiments qui vous pèsent sur le cœur. Ici, quand je parle de cri cathartique, je veux simplement dire que c'est un cri qui libère, un cri libérateur. Et regardez comment, justement, il décrit son propre cri, à travers des termes amélioratifs et à travers une description qui est marquée par la gradation. Alors d'abord, le mot cri, il revient 2 fois, cri, cri. Il est par ailleurs décrit de façon extrêmement élogieuse, et on pourrait presque parler ici du registre épidictique. C'est un cri qui est grand et beau, et le voilà, le titre du chapitre 4, un grand et beau cri. C'est là que j'ai piqué la citation. Il s'agit d'un cri qui est long et joyeux. Ce sont des sentiments, vous voyez, qui sont quand même assez étrangers à l'atmosphère tragique de la pièce. Joyeux, beau. Non, beau, ça peut être tragique. Mais joyeux, ça, c'est pas du tout tragique. La proposition relative, qui résonnerait dans toute la vallée, c'est aussi une manière de célébrer ce cri que personne ne pourra ignorer, ce cri que la nature va colporter de vallée en vallée jusqu'à tout le monde, jusqu'aux oreilles de tout à chacun. Un cri que tout le monde entendra, un cri universel, un cri que la nature fera résonner. Il est sur ce viaduc, la nuit, en été, et ce cri est là,
pour lui permettre de dire tout ce qu'il veut dire, tout ce qu'il a toujours voulu dire. Et ce cri est là pour faire en sorte que personne ne puisse ignorer les mots de Louis. Ce cri est susceptible de lui apporter du bonheur. Là encore, un sentiment qui est très aux antipodes de l'atmosphère tragique de la pièce. Bonheur, joyeux, c'est quand même des mots qui sont un peu contraires à l'esprit de la tragédie. Je parlais de gradation, cri, cri, hurler. Le hurlement est plus fort que le cri. Vous voyez ici, on va crescendo. C'est un cri, c'est même un hurlement, donc c'est vraiment quelque chose que personne ne pourra ignorer, qui va se saisir des oreilles de chacun. Hurler une bonne fois. Une bonne fois, ça veut dire une bonne fois pour toutes. Sous-entendu, je le fais une fois, c'est bon. J'aurais dit tout ce que j'avais à dire. Je n'aurais pas besoin de revenir sur mes mots, là, comme j'ai fait durant toute la pièce. Je n'aurais pas besoin des épanorthoses. Vous savez, cette figure de style dont je vous ai dit qu'elle était vraiment caractéristique de Juste la fin du monde. Figure de style qui consiste à s'auto-corriger. Figure de style que les personnages emploient en boucle dans Juste la fin du monde, parce qu'ils passent leur temps à s'auto-corriger, à dire quelque chose, à revenir dessus, à redire quelque chose, à corriger la correction, à corriger la correction de la correction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah là, pas besoin d'épanorthose. Je vais hurler une bonne fois pour toutes, et je n'aurai pas besoin de me corriger parce que mon hurlement va résumer tout ce que j'ai sur le cœur. Remarquez comment, en plus, il montre que ce moment est extrêmement solennel. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire. Ici, on a une tournure emphatique dans la manière justement d'annoncer la description de ce cri. Emphatique, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Emphatique, c'est l'adjectif qui est dérivé de emphase, et emphase, c'est le fait de rendre solennel, grave et sérieux quelque chose. Ici, ce cri, il est associé à ce que Louis voulait dire. Ici, ce cri, il est associé à ce que Louis pense. Donc, il est associé à son âme, à l'intimité de son cœur, à l'intégralité de son cœur. Il est associé à ce qu'il est essentiellement. Et cette tournure emphatique, elle met vraiment l'accent du coup sur l'importance de ce cri. Ce cri, ce n'est pas juste un cri sans mots, un cri bestial. Non, non, c'est un cri qui va résumer ce que je pense et ce que je voulais dire. Bon, bah, c'est super. Peut-être qu'il va le pousser, ce cri. Peut-être que, d'accord, il n'a pas pu parler dans sa famille, pour les raisons qu'on a évoquées. Je ne reviens pas là-dessus. Mais seul peut-être qu'il a pu pousser ce grand cri libérateur, ce grand cri cathartique. Cinquième élément, peut-être le plus terrible, l'un des mots importants vraiment de ce passage, comme l'est d'ailleurs souvent ce mot, cette conjonction de coordination. Mais, conjonction de coordination adversative, je vous rappelle que les mots adversatifs, ce sont des mots qui viennent créer une opposition. Cette conjonction, elle marque un renversement dans la situation. La détermination résolue de pousser un cri, elle est ferme, elle est affirmée. Mais je ne le fais pas. Et elle est là l'occasion manquée. Elle est là l'occasion véritablement manquée. Et elle est là la fin tragique. La fin tragique qui était annoncée au début, où on voyait déjà que la parole ne permettrait pas au personnage de se libérer. C'était déjà annoncé. Bah, c'est confirmé à la fin. La tragédie, elle se clôture pleinement dans cet extrait. Elle se clôture parce que Louis est sur le point de mourir. Il va mourir. Ça y est, là, c'est bon. Et elle se clôture parce qu'il n'aura pas pu parler de A à Z. Fin tragique qui apparaît ici, du coup, en rose. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Deux lignes très intéressantes. D'abord, très intéressantes parce que oui, le cri n'a pas pu être poussé. Ce que souligne très bien la négation grammaticale. Ne pas, qui entoure le verbe faire. Faire au passé, au présent dans la première ligne et au passé composé dans la deuxième ligne. Ne pas dans la deuxième ligne, ça n'entoure pas le verbe faire, mais l'auxiliaire. Bon, bref. Passons, là où c'est même encore plus terrible, c'est justement ce changement de temps. Je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je ne le fais pas, je suis dans le présent. Peut-être que j'ai envie de le faire là, je ne le fais pas, mais peut-être que dans quelques instants, je vais avoir envie de le faire, je vais le faire. Vous voyez que, en fait, l'utilisation ici du présent laisse ouvert un champ de possible. J'ai envie de le faire, je ne le fais pas, mais si j'attends un peu, peut-être que je vais le faire. Passage au passé composé, temps du passé, temps du bilan, temps qui clôture. Je ne l'ai pas fait.
ici, le cri n'a pas été poussé et ne sera jamais poussé. Ce cri est resté prisonnier à l'intérieur de la poitrine de Louis. Terminons maintenant avec les derniers éléments qui apparaissent ici en bleu. En bleu. En bleu, ici, finalement, c'est quoi? C'est un épilogue amer, douloureux, qui se fonde sur deux thèmes, la solitude. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas. Et remarquez comment le mot seul est vraiment mis au début du groupe, comme pour mieux nous le faire entendre, comme pour mieux nous faire voir, comme pour insister dessus en fait. Avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Et le regret, des oublis, ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Et là où c'est vraiment dur, c'est que regardez, le dernier mot de la pièce, c'est quoi? Le regret. La tragédie, elle est totale, elle est absolue, elle est complète. Louis regrette. Fin de la pièce. C'est triste, c'est épouvantable. Et c'est même pire parce que c'est même pas je regrette, c'est je regretterai. Sous-entendu, ce regret va le suivre par-delà la mort, puisqu'ici on a le futur. Donc c'est un regret qu'il va connaître dans le futur. Et le futur, c'est quoi pour lui? C'est la mort. Donc c'est un regret qu'il emporte avec lui dans le néant. Il n'emporte qu'une seule chose de son passage sur Terre, le regret. Fin de la pièce. Vous voyez à quel point c'est tragique? Peut-être qu'en fait, ce n'est pas si tragique que ça. Peut-être que ce n'est pas si triste que ça. Peut-être que ce n'est pas si terrible. Parce qu'il n'a pas poussé son grand et beau cri. Son cri long et joyeux. Son cri qui le rendrait heureux. C'est vrai. C'est vrai. Personne n'a entendu Louis crier. Personne n'a entendu Louis hurler. Les membres de sa famille n'ont jamais écouté Louis. Louis n'a jamais pu rien dire aux membres de sa famille. Bref, Louis, dans l'intrigue, n'a pu parler à personne. À personne, mais complètement. Même à la nature, ça n'a pas été possible. Mais en fait, est-ce qu'il n'a vraiment pas pu parler à quelqu'un? Est-ce qu'il n'a parlé à personne? Ben non. Nous, les spectateurs, on a entendu le cri de Louis. On a réceptionné la nouvelle de Louis. On a écouté Louis hurler une bonne fois pour toutes. Et le spectateur déjoue la tragédie. Le théâtre, ou plutôt la pièce, grâce au pouvoir du théâtre, déjoue la tragédie dans un retournement de situation in extremis. À la fin même, quand on a l'impression que tout est perdu, paf! En fait, non, t'inquiète pas Louis, on t'a entendu. Et t'as pas fait tout ça pour rien. Parce que nous, on t'a entendu. On a entendu le cri de Louis. Et la tragédie est déjouée. Je vais juste m'arrêter maintenant sur juillet 1990, Berlin. Juillet 1990, Berlin, ça n'a rien à voir avec l'épilogue. Il ne faut surtout pas comprendre ça comme le souvenir se passe en juillet 1990 à Berlin. Ou bien alors, Louis parle en juillet 1990 à Berlin. Non, c'est quoi ça? C'est le moment de l'écriture. C'est le moment où Jean-Luc Lagarce achève son manuscrit. Il achève ce manuscrit, cette histoire, en juillet 1990 à Berlin. Bref, l'auteur signe son texte à la fin, à travers deux petites notations autobiographiques, comme pour nous rappeler que il n'y a peut-être pas que Louis en fait qui va hurler, qui a envie de crier, qui a envie de dire quelque chose. Peut-être que l'auteur, lui aussi, il a besoin de pousser un grand et beau cri, un hurlement. Je vous rappelle que l'auteur a le sida, une maladie absolument mortelle à l'époque. Déjà, aujourd'hui, c'est compliqué, mais à l'époque, vous étiez condamné en fait. C'est la maladie tragique par excellence. Vous voyez que Jean-Luc Lagarce, qui écrit des tragédies, vit en plus un destin tragique. C'est-à-dire qu'il va vraiment mourir incessamment sous peu. Et il raconte l'histoire d'un personnage qui, justement, vit cette histoire-là. Un personnage, en plus, qui a un écho très, très fort avec sa vie. Je vous laisserai lire attentivement le cours que j'ai consacré à la chose, où vous verrez tous les parallèles qu'on peut faire entre Louis et Jean-Luc Lagarce. Même si, attention, Louis n'est pas égal complètement à Jean-Luc Lagarce. C'est aussi un personnage de fiction, etc., etc. Mais ça permet à l'auteur, ici, de pousser ce grand et beau cri. C'est aussi ce grand et beau cri qui est celui non pas simplement de Louis, mais de Jean-Luc Lagarce, qu'on entend, qu'on écoute ici, et auquel on a assisté tout au long de la représentation de cette pièce de théâtre.
Du coup, comment Jean-Luc Lagarce clôture-t-il son œuvre théâtrale? C'était la question qu'on s'était posée. Il a conclu clôture de façon tragique, hein. C'est une évidence. On l'a vu. Louis n'a pas pu crier. Sous-entendu, il n'a pas pu dire ce qu'il voulait dire. Et en même temps, grâce au pouvoir du théâtre, il déjoue complètement la tragédie, le destin. Grâce au pouvoir de ce qu'on appelle la double énonciation, notion que vous allez voir dans la séance 6 du chapitre 4, la double énonciation étant cette notion qui caractérise la parole théâtrale. Un comédien sur scène, il parle à un autre comédien, les personnages parlent entre eux, et en même temps, il parle pour les spectateurs qui sont dans la salle. Donc double énonciation, ça veut dire parler deux fois, parler pour deux personnes, parler pour deux destinataires. Premier destinataire, l'autre comédien à qui je m'adresse. Deuxième destinataire, le spectateur. Et ici, c'est vraiment cette double énonciation qui est mobilisée. Parce que Louis, qui n'a pas été entendu par les autres personnages, a été entendu par nous. La double énonciation permet aux personnages de triompher de la tragédie. Et puis par ailleurs, le sida, dont est victime l'auteur, lui confère, donne à sa vie un aspect tragique, et c'est aussi une occasion à travers cette œuvre pour lui de pousser ce grand et beau cri. Le sida étant en plus une maladie qui s'est répandue dans un milieu spécifique, à un moment spécifique, qui, en vertu de ces préjugés qui accablaient ces milieux, était une maladie qui était très mal vue, puisque je vous rappelle que le sida a, dans un premier temps, contaminé les personnes homosexuelles. Pas que, évidemment, mais la communauté qui, dans un premier temps, a le plus souffert de cette maladie, c'est la communauté homosexuelle, communauté à laquelle appartenait Jean-Luc Lagarce. Et du coup, souffrir du sida, c'était porter sur soi les préjugés qui affligeaient déjà la communauté homosexuelle. Donc, ce n'est pas facile de pousser ce grand et beau cri. Vous voyez, c'est pour ça aussi que Jean-Luc Lagarce, il a du mal à pousser ce grand et beau cri. Parce que c'est, avouer qu'on a le sida à l'époque, c'est être porteur, justement. C'est aller au-devant des nombreux préjugés qui vont nous être adressés. Mais là encore, par l'intermédiaire du théâtre, ces préjugés sont déjoués et l'auteur peut pousser son grand et beau cri. J'ouvre une dernière parenthèse. Attention, Louis n'est pas atteint du sida. D'accord? Ça n'a rien à voir. On ne sait pas de quoi Louis va mourir. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus universel, de beaucoup plus général. C'est une sorte de destin tragique archétypal. Ce n'est pas le sida. Hein. D'accord? Voilà du coup pour la dernière explication de texte de l'année. J'espère que tout était clair. Je m'arrête ici. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions.